Ok. Je suis une experte en régime. Depuis mes 18 ans, j'ai fait à peu près 7 gros régimes et pas mal de petits, à tel point que je ne me rappelle pas de tous. J'ai fait toutes sortes de régimes. Des régimes que j'ai bricolés moi-même, comme des régimes qui étaient recommandés par des professionnels. J'ai fait le régime à 1600 calories, le régime du camp 3 fois, le régime comme j'aime. J'ai été suivie par une diététicienne. J'ai même essayé des choses un peu plus exotiques comme la chrononutrition. Et comme vous pouvez le voir en me regardant, les régimes, ça ne marche pas. Je suis aussi une experte en transformation agile. J'ai accompagné de nombreuses entreprises et équipes dans leur transformation agile, des grandes entreprises comme des PME, des équipes de 3 comme de 75, des projets de 2 mois comme de plusieurs années, des projets de refonte comme des produits innovants. Et puis, je discute aussi beaucoup avec d'autres coachs des transformations agiles qu'ils accompagnent. Et ben, je peux vous dire que les transformations agiles telles qu'on les fait aujourd'hui, ça ne marche pas plus que les régimes. Les résultats sont souvent décevants, et bien loin de ça des promesses d'agilité finalement, et ils durent rarement longtemps. Dernièrement, je me suis rendu compte qu'on fait des transformations agiles comme on fait des régimes, et que c'est justement pour ça que ça ne fonctionne pas. Je vous raconte ? Alors, des transformations agiles, comme pour les régimes, il y en a plusieurs sortes. Je vais commencer par vous parler de ces transformations que j'appelle mesurettes. Les transformations mesurettes, c'est quand on va changer quelques pratiques isolées en espérant avoir un changement important et durable. Par exemple, on va se mettre à utiliser des post-it et faire des réunions de reporting chaque matin, et qu'on va appeler des stand-up meetings, et puis hop, on est agile. C'est à peu près aussi bidon que cette image. Pour moi, ce genre de transformation, ça me fait penser à des régimes miracles, vous savez. Buvez chaque matin à jeun le jus d'un citron dilué dans un grand verre d'eau tiède et vous allez perdre 20 kilos sans effort en 15 jours. Personne n'y croit. À l'opposé de ces transformations mesurettes, on trouve le déploiement de frameworks prescriptifs à l'échelle de l'entreprise. Une méthode pour les amener tous à l'agilité et dans les ténèbres les lier. Et plus le framework est prescriptif, plus il doit être exhaustif. Et plus il est exhaustif, plus il est complexe. Donc, on va former l'ensemble des équipes à l'application des nouvelles pratiques, sans forcément leur expliquer d'ailleurs les objectifs et l'intérêt de ces pratiques. On va recruter massivement des accompagnants dont la principale mission sera de veiller au bon déploiement du framework. En général, ces transformations elles sont purement descendantes. Tout le monde doit changer à la même vitesse. Les équipes n'ont que peu de marge de manœuvre dans la mise en œuvre des pratiques. Les collaborateurs peuvent avoir du mal à adhérer et peuvent se démotiver. En fait, ces transformations, elles peuvent être assez brutales finalement. Ce genre de transformation agile, là, ces déploiements de framework à l'échelle de l'entreprise, de framework prescriptifs, moi, ça me fait penser à la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'estomac. La chirurgie bariatrique, c'est une transformation qui est profonde, qui est brutale, et sur laquelle le patient n'a finalement que peu de maîtrise. Alors, au début, il y a ce qu'on appelle une phase de lune de miel, où le patient perd beaucoup de poids, ça dure à peu près 2 ans, et puis après, ça se gâte. On estime à peu près à 30% la proportion d'échecs de la chirurgie bariatrique par reprise de poids. Et ce nombre augmente significativement quand le patient arrête le suivi, qui normalement dure toute la vie. Cette reprise de poids s'accompagne en général de dépression. C'est un peu pareil pour les déploiements de frameworks prescriptifs à l'échelle de l'entreprise. Ce qu'on va mesurer, c'est l'adoption des pratiques. Et comme les équipes, elles n'ont pas le choix, forcément, ça marche. Mais au bout d'un moment, on va commencer à s'interroger sur les bénéfices réels de la transformation. Et puis, bizarrement, on va avoir une augmentation des burn-out, une démotivation des troupes. Et si l'entreprise arrête de se faire accompagner, c'est la bérésina. Pour moi, ces frameworks prescriptifs, en fait, ne sont pas des frameworks, ce sont des méthodes. Un framework, c'est un cadre général qui laisse une grande autonomie, enfin, plus ou moins d'autonomie, on va dire, dans la mise en œuvre. Et il y a d'autres méthodes agiles qui méritent bien mieux le nom de framework, comme par exemple Scrum. Scrum, c'est Scrum, c'est simple et facile à comprendre. Le Scrum Guide, il fait qu'une dizaine de pages, et ça laisse beaucoup d'autonomie sur la façon dont les équipes vont réellement l'appliquer au quotidien. Et d'ailleurs, les auteurs du Scrum Guide, dans la version de 2020, l'ont volontairement rendu le moins prescriptif possible. Pour moi, si Scrum était un régime,
ce serait le régime à 1600 calories ou le régime du camp. Des régimes qui finalement n'ont qu'un petit nombre de règles assez simples à comprendre et qui laissent beaucoup d'autonomie finalement dans la façon dont on va les appliquer. Ces régimes, ils ont une vertu éducative parce que comme les règles sont en petit nombre et elles sont simples, elles nous permettent de nous approprier finalement les bases élémentaires de la nutrition. Et pourtant, ça ne marche pas. Je vous ai dit, j'ai fait le régime du camp 3 fois. Si ça marchait, une fois aurait suffi. En fait, ces régimes, souvent, ne s'intéressent que, en fait, ne vont changer que quelques pratiques, mais elles vont laisser de côté tout ce qui fait qu'on a grossi. Et du coup, on doit se surveiller toute la vie si on veut maintenir les résultats. Si on s'arrête, c'est la reprise de poids et l'effet yo-yo. Bon, bah, Scrum, je dirais que c'est un peu pareil. En fait, le Scrum, c'est facile à comprendre, mais c'est pas si facile à appliquer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Oui, pourquoi ça marche pas, c'est parce que c'est pas parce qu'on sait comment bien faire qu'on arrive à bien faire et à changer durablement aussi. Voilà, j'ai oublié ce petit bout, désolée. Oui, et donc Scrum, en fait, c'est un peu le même problème, c'est que Scrum, c'est facile à comprendre, mais c'est pas si facile à appliquer dans la réalité. La plupart des équipes qui fonctionnent en Scrum, elles doivent trouver des compromis entre ce que dit le Scrum Guide d'une part et le fonctionnement réel des entreprises d'autre part. C'est assez rare de trouver une entreprise où le product owner a réellement le pouvoir sur son produit, la responsabilité totale et entière de son produit. Où on trouve encore énormément d'entreprises où c'est impensable de laisser des développeurs parler à des utilisateurs finaux. Vous avez sûrement vos propres exemples de décalage dans votre expérience de l'agilité. Donc, que ce soit pour les transformations agiles ou les régimes, je vous ai montré en fait que ça ne fonctionne pas, quelle que soit la méthode ou l'effort qu'on y met, ça ne fonctionne pas. Alors, comment ça se fait? On va d'abord creuser du côté des régimes et puis on va voir si on peut en tirer des leçons sur les transformations agiles. Je vais commencer par vous parler de l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, vous connaissez sûrement. Je fais un régime, je perds du poids, le yo-yo descend. J'arrête de faire le régime, je reprends du poids, le yo-yo remonte. Comme j'ai repris du poids, je refais un régime, je reperds du poids, le yo-yo redescend, et ainsi de suite. Et comme en général, on reprend plus de poids que ce qu'on a perdu, eh ben, on se retrouve dans un cercle vicieux de prise de poids. Bon, ok, là, je vous apprends rien. Je vais essayer de rendre ça un peu plus concret. Pour préparer cette conférence, je me suis replongée dans mes souvenirs et mes archives, et j'ai construit ma courbe de poids depuis mes 18 ans. Je crois que là, on peut un peu mieux voir ce que c'est que l'effet yo-yo. Je vais rendre ça encore un peu plus concret. Si je cumule tout le poids que j'ai perdu depuis mes 18 ans, j'ai perdu 90 kilos. 90 kilos, c'est ça. Et dans la même période, j'en ai repris 125. Ça donne du coordonné, vous ne trouvez pas? Et en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que les régimes, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas durablement. C'est ça l'effet yo-yo, en fait. Alors, quand on regarde ma courbe de poids, on peut voir que... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai miscliqué. Il y a une fois où, en fait, j'ai perdu 26 kilos en quelques mois. Donc, on ne peut pas dire que je n'ai pas fait ces régimes sérieusement. Mais pourtant, le résultat est là. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que ça ne marche pas? Il vient d'où cet effet yo-yo? Comment est-ce qu'il fonctionne? En 2011, j'étais en plein régime du camp, ça se passait bien, j'avais perdu pas mal de poids, j'étais contente. Et puis, ma grand-mère est morte. Et au bout de quelques mois, j'avais repris tout le poids que j'avais perdu. 2015, j'étais en plein régime du camp à nouveau. J'avais perdu vraiment beaucoup de poids. J'étais arrivée jusqu'à la phase de stabilisation. J'avais retrouvé mon poids de lycée quasiment. J'étais super contente. Et puis, je suis tombée enceinte. Alors, au début, j'ai plutôt bien régulé ma prise de poids. Et puis, au bout d'un moment, c'est mon petit passager qui s'est mis à décider ce que j'avais le droit de manger ou pas. Et lui, ce qu'il voulait que je mange, c'est du pain et du fromage. Et je peux vous dire que la prise de poids, elle était carrément hors de contrôle à ce moment-là. Comme quoi, l'effet yo-yo, il peut aussi arriver en période heureuse. Et en fait, le schéma était le même à chaque fois. À chaque gros stress, burn-out, déménagement, c'était le retour de yo-yo et la reprise de poids. Et en fait, c'est ça la leçon. Les régimes, ce n'est pas résilient. En fait, au moindre stress, on reprend une bonne partie du poids qu'on a perdu, voire tout et même plus. Les régimes, ça ne fonctionne que quand tout va bien, quand il n'y a pas d'imprévu, quand il n'y a pas de galère. Mais vous savez quoi? Ça ne dure jamais vraiment longtemps, ça, dans la vie. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, on serait royalement chier, je crois.
c'est quelqu'un qui s'est fait poser un anneau gastrique qui m'a très bien expliqué pourquoi les régimes ne fonctionnaient pas. Elle m'a dit, l'anneau a résolu mon problème de poids, mais pas mon problème avec la nourriture. Cette personne est arrivée à trouver des moyens d'ingérer des aliments très caloriques malgré son anneau, et elle a repris en quelques mois plus de la moitié du poids qu'elle avait perdu. Et d'ailleurs, en fait, pardon. Excusez-moi, j'ai un moment de flottement. Hop, oups. Ça, le truc, c'est que les régimes, ils s'attaquent à un symptôme, le poids. Mais ils ne s'attaquent pas à la... En général, ils laissent de côté tout ce qui a permis la prise de poids, en fait. Le système, finalement, complexe qui a permis cette prise de poids et qui a même intérêt à ce qu'on se maintienne dans ce poids élevé. Ce système, il est constitué de nos traumas, de notre vision de nous-mêmes, de notre histoire, nos croyances, notre vision du monde, etc. Et tant qu'en fait, on ne fait que des changements en surface sans s'attaquer à ce système, eh ben, on ne peut pas changer durablement, en fait, et on s'expose à l'effet yo-yo. Et d'ailleurs, la systémique nous le dit, toujours plus de la même chose donne toujours plus de mêmes résultats. Plus je fais de régime, plus je perds du poids, plus j'en reprends. Et c'est la systémique qui nous donne une piste de réponse. La systémique, elle distingue deux types de changements, les changements de niveau 1 et les changements de niveau 2. Les changements de niveau 1, c'est quand on va modifier quelques paramètres du système, mais que le système reste globalement stable. Alors qu'un changement de niveau 2, c'est une modification du système lui-même qui va l'amener à évoluer. Bon, je vais essayer de rendre ça un peu plus concret. Le changement de niveau 2, par exemple, c'est la sortie du premier iPhone en 2007. La sortie du premier iPhone en 2007, ça a changé radicalement ce qu'était un téléphone mobile, en fait. Ça a changé les fondamentaux de ce qu'était un téléphone mobile. Ça, c'est un changement de niveau 2, par opposition à un changement de niveau 1 qui serait la sortie d'un nouvel iPhone aujourd'hui, qui finalement n'est qu'une optimisation des paramètres de l'iPhone, mais ça ne change pas globalement ce qu'est un téléphone mobile ou un iPhone. Appliquons ces concepts au régime. Faire un régime, c'est modifier les paramètres de son alimentation. C'est un changement de niveau 1. Pour faire un changement de niveau 2, il faudrait changer le système qui sous-tend tout ça, c'est-à-dire changer notre perception de nous-mêmes, nos croyances, etc. Alors, ça, c'est pour les régimes. Voyons voir ce que ça nous dit pour les transformations agiles. Dans les transformations agiles, il peut aussi y avoir un effet yo-yo. Je vous ai dit que l'effet yo-yo a été déclenché par un stress plus ou moins intense. Dans le cas de transformation agile, ça peut être par exemple ce grand chef qui débarque dans l'open space un matin en disant « J'ai une super idée, il faut développer ça tout de suite, maintenant c'est la priorité numéro 1 ». Ou cette équipe qui refuse de faire un planning détaillé sur un an parce que dans une approche agile, ça n'a pas de sens. Ou encore cette équipe qui décide en rétrospective de faire du mob programming, c'est-à-dire que tout le monde code derrière un seul écran, un seul clavier. Donc, il décide de faire du mob programming en rétro et le manager qui s'y oppose fermement parce que ça va forcément mettre le planning en retard. Bon, il y a plein de stress possibles qui vont déclencher cet effet yo-yo. Dans les exemples que je vous ai donnés, on remarque quand même une constante qui est des équipes terrain qui s'approprient, on va dire, l'état d'esprit de l'agilité et un management qui fonctionne encore avec les anciens paradigmes. En tout cas, peu importe le stress qui va déclencher cet effet yo-yo, ça finit toujours un peu de la même façon. On vous a laissé faire votre expérimentation, votre truc agile, là, et puis on voit bien que ça ne marche pas. Et donc, comme ça ne marche pas, eh ben, on va revenir à l'ancienne méthode. Et puis, on a bien vu que si on vous laisse faire, si on arrête le command and control, ça ne fonctionne pas. Donc, on va en profiter pour remettre une bonne dose de command and control, peut-être même plus que ce qu'il y en avait avant. Alors, des fois, c'est un peu plus déguisé, un peu plus sournois. On va continuer d'utiliser le vocabulaire agile, les pratiques agiles, mais on va complètement les dévoyer pour remettre une bonne dose de command and control. Ça vous parle, ça? Ok. En fait, les transformations agiles qu'on fait aujourd'hui, ce ne sont que des changements de niveau 1. On ne fait qu'ajuster quelques paramètres. On a des nouveaux intitulés de poste. On découpe le travail par lot de 2 semaines au lieu de quelques mois. Et ça, c'est ici, on ne fait pas du safe. On passe de MS Project à Jira. Mais en fait, on ne fait qu'ajuster quelques paramètres. On ne change pas le système. Le système, c'est quoi? C'est la culture de l'entreprise et les croyances qui sous-tendent cette culture. Et tant qu'on continue de croire qu'on ne peut pas faire confiance aux collaborateurs, qu'ils travaillent mieux sous pression, qu'ils sont incapables de prendre des bonnes décisions dans l'intérêt de l'entreprise, tant qu'on continue de croire qu'en planifiant assez, on peut tout prévoir,
tant qu'on continue de croire que les utilisateurs ne sont pas capables de savoir ce qu'ils veulent, eh ben, on ne change pas le système. Et on ne fait que des changements en surface qui ne dureront pas. Par contre, les effets négatifs, eux, ils vont durer. Burnout, turnover. Bon, j'ai bien plombé l'ambiance là. Hein. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vous ai dit que que ce soit les régimes ou les transformations agiles telles qu'on les fait en général aujourd'hui, ce ne sont que des changements de niveau 1 et c'est pour ça que ça ne marche pas durablement. Mais est-ce que c'est possible de changer durablement? Et si oui, comment on fait? En 2017-2018, j'ai fait un burn-out suivi d'une dépression. Et ça a été un moment clé dans ma vie. En fait, j'ai décidé de changer profondément. Alors, ce n'était pas la première fois que j'essayais de changer des choses dans ma vie. Mais là, j'ai décidé de m'y prendre différemment. J'ai commencé par réfléchir à ma façon de changer. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je change ma façon de changer. Donc, du coup, je me suis mise à étudier le changement. J'ai parlé à des coachs, à des psychologues, j'ai lu sur le développement personnel, sur la systémique, sur le traitement des addictions. Et puis surtout, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté ça sur mon propre changement personnel. Alors, ça n'a pas été tout de suite facile, mais j'ai fini par arriver à trouver un processus qui m'a permis de changer durablement. Et je ne me rappelle plus la suite. Non, je sais que c'est la fin du slide et je veux voir l'image, ça va m'aider. Oui, ah oui. En fait, je ne sais pas si vous avez vu sur ma courbe de poids, mais ça fait 2 ans que je suis stable en poids. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'était la première fois que ça m'arrivait, c'est la première fois que ça m'arrive depuis mes 18 ans. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne me demande plus aucun effort. Pourtant, pendant cette période, il y a eu quelques gros stress. Je sais pas, une pandémie, un confinement, puis en plus, moi, j'ai eu des problèmes familiaux par-dessus. Et pourtant, je suis restée stable en poids. J'ai cassé le cercle vicieux de la prise de poids. Alors, comment j'ai fait? J'ai appliqué ce fameux processus de changement durable. Alors, c'est un processus finalement qui est le résultat de tout ce que j'ai appris sur le changement ces dernières années, que ce soit par la théorie, mais aussi par l'expérimentation dans mes accompagnements avec mes clients et sur mes changements personnels. Et aujourd'hui, je viens vous présenter ce processus de changement durable pour que vous puissiez vous l'approprier et changer à votre tour durablement et aider les autres à changer durablement. C'est un processus en 4 étapes. Et la première étape, c'est... Alors, c'est pas la peine d'essayer de prendre frénétiquement des notes. Le poster est sur mon LinkedIn, les slides seront partagés, etc. Donc, concentrez-vous plutôt sur ce que je dis plutôt que d'essayer de déchiffrer, parce que je sais que c'est pas forcément facile de loin. Donc, la première étape, c'est pourquoi on change. Réfléchir à quelle est la situation qu'on veut atteindre, en fait. Et pour ça, on va partir de la situation actuelle. Et plus spécifiquement, quelles sont les limites de la situation actuelle et les douleurs qu'elles engendrent. C'est ce qui va nous permettre, en fait, d'identifier le problème qu'on veut résoudre. Alors, parfois, ou même souvent, il peut émerger plusieurs problèmes. C'est important de ne traiter qu'un problème à la fois, de ne faire qu'un changement majeur à la fois. Déjà parce que changer, ça demande énormément d'énergie, et donc vous n'avez pas besoin de vous disperser entre plusieurs changements en même temps, de disperser votre énergie, ce serait moins efficace. Mais aussi parce que c'est compliqué de savoir, si on fait plusieurs changements à la fois, c'est compliqué de savoir à quel changement relier tel ou tel effet, et donc de savoir si le changement était bon ou pas bon. Donc, vous allez choisir votre problème prioritaire, celui qui vous fait le plus souffrir. Et ça va vous permettre de creuser ensuite votre situation souhaitée. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Alors, l'idée, c'est d'essayer de la décrire de la façon la plus concrète possible. À quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Une fois que vous avez votre situation souhaitée, vous allez pouvoir définir des indicateurs de progrès pour savoir si vous vous en rapprochez et des indicateurs de succès pour savoir si vous y êtes. Moi, jusque-là, j'avais toujours cherché à perdre du poids. Et en fait, cette fois-ci, je me suis rendu compte que perdre du poids, c'était probablement qu'une solution possible par rapport à mon vrai problème, ma vraie douleur. Le truc, c'est que mon vrai problème, ma vraie douleur, je ne savais pas ce que c'était. Alors, j'ai commencé par pas mal réfléchir, faire pas mal d'introspection. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ma vraie douleur, c'était les sentiments négatifs qui m'envahissaient quand je voyais mon corps dans le miroir. En fait, je n'aimais pas mon corps et même je le détestais, et ça, j'en souffrais beaucoup. Du coup, j'ai décidé que ma situation idéale, ce serait j'accepte mon corps tel qu'il est. Alors, j'aurais pu dire j'aime mon corps tel qu'il est, hein, mais je croyais pas ça possible. Donc voilà, quand on peut pas y arriver si on part perdant. Donc du coup, j'ai choisi une situation qui est plus réaliste. J'accepte mon corps tel qu'il est. Alors, comme je vous disais, cette phase, elle a nécessité pas mal de questionnement, de prise de recul, d'introspection.
Et dans le cas d'une transformation d'entreprise, un coach peut vous aider à faire cette investigation, en fait, en vous posant des questions, en vous décrivant ce qu'il observe. Bien sûr, c'est mieux si le coach n'a pas une idée préconçue du problème à traiter et de la situation à atteindre. Je dis ça, je dis rien. Alors, pour illustrer un peu ce que ça peut donner dans un cas professionnel, j'ai pris les 2 entreprises exemples qu'on va suivre au fur et à mesure du processus. La première, c'est l'entreprise Machin. Alors oui, j'étais très créative dans le nom des entreprises. J'avais pas d'inspiration. Donc l'entreprise Machin, c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans et qui a révolutionné son secteur par ses produits innovants et s'en a fait un acteur majeur. Depuis, l'entreprise a grossi, les produits ont évolué au fur et à mesure que la technologie a évolué. Mais dernièrement, les utilisateurs se désintéressent de ces produits au profit de petits entrants sur le marché, de nouveaux concurrents en fait. Bon, alors bien sûr, en première intention, on pourrait conseiller une transformation agile pour booster l'innovation. Mais on va plutôt chercher à appliquer là une démarche de transformation durable, de changement durable, pardon. Donc on va commencer par creuser la situation actuelle. Et quand on creuse la situation actuelle, voilà ce que l'entreprise Machin découvre. On ne peut pas dire qu'elle n'innove pas, puisque la société dépose pas mal de brevets, mais en fait, ce ne sont que des brevets techniques, technologiques, et finalement assez peu visibles des utilisateurs. Mais tiens, parlons-en des utilisateurs. La société Machin se rend compte qu'en fait, les équipes ne parlent plus aux utilisateurs depuis longtemps, et qui se basent sur la connaissance utilisateur acquise il y a 10 ans pour construire leurs nouveaux produits. Et du coup, ce n'est pas étonnant qu'ils peinent à anticiper les besoins des utilisateurs et qu'ils se retrouvent à suivre le marché plutôt que d'ouvrir le chemin. Du coup, leur problème à traiter devient la méconnaissance des utilisateurs. Et la situation souhaitée qu'ils décrivent, c'est nous sommes en contact permanent avec nos utilisateurs de façon à comprendre et anticiper leurs besoins. Deuxième entreprise, l'entreprise Truc. Je vous ai dit que j'étais inspirée. L'entreprise Truc, en fait, c'est une entreprise B2B qui fonctionne bien. Mais dernièrement, le turnover augmente pas mal et l'entreprise perd des compétences clés. À la énième démission, le fondateur, Serge, décide que trop, c'est trop et qu'il faut faire quelque chose. Donc, il décide de se faire accompagner par une coach pour s'attaquer au problème. Et voilà ce que la coach l'aide à découvrir. Serge, il s'est investi corps et âme dans son entreprise, en fait, pour le développement de son entreprise. Et il s'implique dans chaque projet. Mais depuis 2 ans à peu près, le nombre des clients augmente fortement. Et donc, il y a de plus en plus de projets. Et Serge, il n'a pas la disponibilité nécessaire pour passer autant de temps sur tous les projets, finalement. Et du coup, comme il veut quand même s'impliquer sur chaque projet, il devient un goulet d'étranglement. Les projets prennent du retard. Et puis en plus, comme il passe moins de temps sur chaque projet, il perd de sa pertinence technique. Et il se retrouve de plus en plus souvent à faire des choix contre l'avis de l'équipe. Et quand ça se passe mal, il finit par blâmer les équipes. Et d'où la démotivation et le turnover. Là encore, on pourrait conseiller une transformation agile pour promouvoir l'auto-organisation en première intention. Mais la coach va plutôt appliquer un processus de changement durable. Donc, elle demande à Serge quel changement il voudrait faire, ce serait quoi sa situation souhaitée. Et donc, Serge dit, je voudrais que les équipes soient plus autonomes pour plus être un bloqueur. Alors, la coach lui dit, ouais, le truc, c'est qu'en fait, on ne peut que se changer soi-même, on ne peut pas changer les autres. Donc, le seul changement que tu peux maîtriser, c'est le tien. Et tu peux juste espérer inspirer les autres par ton changement et puis aussi par effet de domino, en fait, faire changer le reste de l'entreprise. Donc, quel changement est-ce que tu veux expérimenter sur toi-même pour permettre aux équipes d'être plus autonomes? Serge réfléchit et dit, je laisse les équipes prendre leurs décisions et je les soutiens dans la mise en œuvre. Je dis, ok, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe si une équipe prend une décision qui, après, a un impact négatif pour l'entreprise? Et il continue un petit peu comme ça, ce ping-pong, cet échange, cette réflexion. Et voilà la situation souhaitée que Serge finit par formuler. J'accompagne les équipes dans l'apprentissage d'un processus de décision, de prise de décision pour minimiser les risques. Je les soutiens dans la mise en œuvre et je leur propose mon aide bienveillante pour tirer les leçons de leurs échecs. Comme critère, comme indicateur de progrès et de réussite, on pourra par exemple s'intéresser au nombre de décisions que Serge continue de prendre et au niveau de confiance qu'il a dans les décisions prises par ses équipes. Alors, on voit à la lumière de ces exemples
qu'à cette étape-là, on n'a pas du tout encore parlé de comment on va changer, en fait. C'est normal, on va prendre le temps, on va laisser les idées faire leur chemin et faire en sorte que la personne en demande de changement puisse s'approprier son propre changement, être un acteur conscient de son propre changement. C'est que comme ça qu'il va pouvoir changer durablement. Donc la première étape du processus de changement durable, c'est pourquoi on change. La deuxième étape, anticiper la résistance au changement. La systémique nous le dit, quand on essaye de changer un système, le système met en place des mécanismes pour contrer le changement et maintenir le statu quo. Ça s'appelle l'homéostasie du système, c'est bien ça, Christophe? Je parle sous contrôle du maître. Et donc, en fait, pour vaincre cette résistance au changement, il va falloir apprendre à la comprendre, savoir comment elle fonctionne, sur quoi elle s'appuie, pour pouvoir la déconstruire et la surmonter. Un jour, mon ami Benjamin Cabane m'a parlé des bénéfices secondaires à ne pas changer. Et là, ça m'a fait tilt. Oups, excusez-moi, j'ai perdu mon micro. Voilà, alors, non, je ne vais pas faire un striptease de bon matin. Il y en a qui ont que leur petit déjeuner dans l'estomac, il ne faudrait pas les faire rigurgiter. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Qu'est-ce que je ferais pas pour une bonne vanne? Donc j'en étais où? Oui, donc il m'a parlé des bénéfices secondaires à ne pas changer. Et ça m'a fait tilt parce qu'en fait, ces bénéfices, nous, on n'en est pas forcément conscient, mais notre système, lui, il les connaît bien. Et il va se les défendre becs et ongles parce qu'en fait, notre système, il pense que si on change, on va perdre ses bénéfices et donc que c'est mauvais pour nous. Alors, bien sûr, une partie de ces bénéfices est probablement réelle. Et on verra plus tard dans le processus comment essayer de les avoir autrement. Mais on va découvrir à cette étape qu'une bonne partie de ces bénéfices sont en fait complètement illusoires et qu'ils reposent sur des croyances qui sont en fait des croyances limitantes. Donc, on va chercher à identifier nos croyances limitantes. Alors, sur ce sujet, Bloculus a fait un excellent article de blog. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Bloculus, je vous conseille très fortement de vous abonner à son blog parce que c'est juste pépite sur pépite. Et il explique très bien ce que c'est que les croyances limitantes et comment les identifier. Ah oui, j'ai rajouté un élément en fait à cette étape qui est anticiper l'échec, envisager l'échec. C'est-à-dire, comment je saurais si je suis en train d'échouer? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que je ferais si j'échoue? Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, quand on essaye quelque chose pour changer et que ça ne marche pas, on a tendance à se dire que du coup, on est incapable de faire ce changement. Alors qu'en fait, ce qui n'a pas marché, c'est l'expérimentation, ce n'est pas le changement. Et donc, du coup, ça a tendance à nous paralyser et à nous démoraliser. Alors que si en avance, on envisage l'échec, le fait d'aller imaginer un plan B, un plan C et peut-être même plus, ça nous permet de voir qu'on est tout à fait capable de réorienter notre stratégie si ça ne marche pas. Et du coup, si l'échec arrive, on n'est pas, on n'est pas paralysé. L'idée, c'est pas de trouver à l'avance qu'est-ce qu'on va réellement faire, hein, mais c'est juste de se montrer qu'on est capable d'imaginer des nouvelles stratégies. Alors moi, à cette étape du processus, j'ai découvert des choses assez surprenantes sur moi-même. J'ai découvert qu'un de mes bénéfices à être grosse, c'était de ne pas tenter les harceleurs de rue. Ouais, c'est illusoire hein, comme bénéfice. En fait, c'est illusoire et ça reposait sur quelques croyances que j'avais, comme par exemple, les relous ne s'attaquent qu'aux jolies filles. Ou il faut être mince pour être jolie. Ça, c'est une croyance qui vient de ma mère. Merci, maman. Ou je ne suis pas capable de me défendre quand on me harcèle. Ça, c'est une croyance qui vient d'une agression que j'ai subie à 18 ans et contre laquelle je n'ai pas su me défendre. Et le fait d'avoir identifié ces croyances et de les avoir regardées en face, c'est devenu des croyances complètement bidons. En fait, j'ai vu qu'elles n'étaient pas bonnes et ça m'a aidé à déconstruire ce bénéfice secondaire. On va revenir à l'exemple de nos deux entreprises pour voir ce que ça donne cette étape pour elles. Donc d'abord, l'entreprise machin. Vous savez qui a du mal à connaître ses utilisateurs. Voilà le genre de croyances limitantes que l'entreprise machin pourrait identifier. Un utilisateur qui ne se plaint pas est un utilisateur satisfait. Les utilisateurs sont toujours mécontents de quelque chose. Si on leur demande, ils finissent toujours par trouver la petite bête. Un feedback négatif, c'est mauvais, c'est une mauvaise chose. La recherche utilisateur, ça prend du temps et ça coûte de l'argent.
Nous sommes nous aussi des utilisateurs, nous n'avons pas besoin de recherche utilisateur. Les utilisateurs, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent. Toute ressemblance avec des situations réelles ou ayant existé serait purement pas fortuite du tout. On va revenir maintenant sur notre entreprise Truc et son fondateur Serge. Alors voilà le genre de croyances limitantes que Serge pourrait identifier dans son introspection. Je prends des meilleures décisions que ce que l'équipe prendrait. Il existe une seule meilleure décision. Je peux savoir à l'avance si une décision est bonne ou mauvaise. Ça va plus vite quand c'est moi qui décide. Donc, les 2 premières étapes du processus de changement durable, pourquoi on change, expliciter pourquoi on change et anticiper la résistance au changement. La 3e étape, s'équiper pour réussir. On va commencer par déconstruire les croyances limitantes qu'on a identifiées dans l'étape d'avant. Pour ça, je vous renvoie encore à l'article de Blocculus qui est super bien fait sur le sujet. En gros, il s'agit d'aller chercher dans notre expérience des moments où ces croyances ne se sont pas vérifiées et d'aller investiguer le plus possible sur ce qui s'est passé concrètement à ce moment-là. C'était quoi le contexte? Qu'est-ce que j'ai fait de différent, etc., etc. Et en fait, en faisant cette investigation, on va se rendre compte qu'il y a des croyances soutenantes qui vont émerger, en fait. Des croyances soutenantes qu'on va du coup identifier comme des nouvelles croyances qu'on veut développer. On va aussi chercher à regarder ce qu'on fait déjà bien par rapport à notre situation souhaitée, histoire déjà de ne pas le perdre et aussi de construire sur nos forces. Et puis, on va chercher à identifier les atouts qu'on a pour réussir ce changement. Ça peut être des forces spécifiques de l'entreprise qu'on n'avait pas forcément exploitées jusque-là ou des compétences de personnes, pareil, dont on n'avait pas conscience ou qu'on n'exploitait pas jusque-là. Moi, quand j'ai étudié mes régimes passés, je me suis rendu compte que quand je me fixe un cadre, je suis capable d'énormément de volonté pour le respecter. Je suis quelqu'un de très organisé. J'adore faire des tableaux, des petites fiches, tout ce qui me permet de suivre mes progrès, de me faciliter la vie. Et ah oui, et aussi, je suis très lucide à propos de moi-même. J'ai pas peur d'aller fouiller dans les recoins sombres de ma personnalité et j'adore comprendre comment je fonctionne. Bah, tout ça, ce sont des super pouvoirs pour changer durablement. Et du coup, en faisant cette investigation, finalement, je me suis construit un set de croyances soutenantes. Voyons voir les croyances soutenantes que nos 2 entreprises exemples pourraient construire. D'abord, l'entreprise machin qui veut mieux connaître ses utilisateurs. Les utilisateurs apprécient qu'on prenne en compte leur avis. Plus un feedback négatif est fait tôt, plus c'est facile et moins c'est cher de le prendre en compte pour améliorer le produit. Ce qui coûte le plus cher, c'est de sortir un produit qui ne trouve pas sa cible. Et une que j'aime bien, c'est pas aux utilisateurs de savoir ce qu'ils veulent, c'est à nous d'écouter attentivement leurs douleurs pour leur proposer des solutions. L'entreprise Truc maintenant et son fondateur Serge, voilà les croyances soutenantes que Serge pourrait vouloir construire. On ne peut pas tout prévoir. Il vaut mieux chercher des solutions que des coupables. Décider, ça s'apprend. Avec les bonnes informations, les équipes sont capables de prendre les bonnes décisions. Il est possible qu'une équipe prenne une meilleure décision que celle que j'aurais prise. Ça, elle n'est pas facile pour les dirigeants souvent. Alors, donc les 3 premières étapes du processus de changement, expliciter pourquoi on veut changer, anticiper la résistance au changement, s'équiper pour réussir. Vous voyez que jusque-là, on n'a pas du tout parlé de comment on va changer. On n'a pas parlé de solutions. Donc, dans le cas d'une transformation d'entreprise, à cette étape, normalement, on n'a pas encore parlé d'agilité. Et encore moins de méthodes, de pratiques, etc. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même. Bon, on n'en a pas parlé encore, mais on va le faire là maintenant. Dans la 4e étape, 4e et dernière étape du processus, qui est expérimenter. Dans cette étape, on va finalement faire un petit changement à la fois, en expérimentant un petit pas à la fois, pour se rapprocher de notre situation souhaitée. Alors, on va commencer par chercher à identifier 3 premiers pas possibles. Alors, pourquoi? Parce que notre première idée n'est pas forcément bonne. Elle n'a pas besoin d'être parfaite puisqu'on va itérer, mais on va essayer quand même d'avoir une première action qui nous donne un élan et nous donne de bonnes raisons de croire qu'on va y arriver. Alors, si on manque d'idées de premiers pas, on peut aller chercher du côté des bénéfices réels
qu'on a identifiés dans la deuxième étape en se demandant comment on pourrait les atteindre autrement. Et on pourrait aussi aller chercher du côté des croyances soutenantes qu'on veut développer en se demandant c'est quoi la première action que je peux faire pour ancrer cette nouvelle croyance. Une fois qu'on a identifié ces 3 premiers pas possibles, on va en choisir un. Pour choisir, vous pouvez vous demander lequel de ces premiers pas aurait l'impact le plus positif sur ma situation souhaitée, d'après moi. On n'est pas non plus des voyants, mais voilà, laquelle m'amènerait plus probablement le plus près de ma situation souhaitée. Est-ce que je me sens capable de le faire, là, maintenant? Et est-ce que j'en ai envie? C'est important aussi, l'envie dans le changement. Une fois qu'on a choisi son premier pas, on définit une durée de l'expérimentation et puis on y va. Pendant l'expérimentation, on note tout ce qui se passe, les faits, les émotions, les difficultés, les apprentissages, bref, tout ce qui va nous permettre de tirer le meilleur parti possible de cette expérimentation. Et à la fin de l'expérimentation, on évalue nos critères de progrès pour voir si on s'est rapproché ou pas de cette situation et donc de savoir ce qu'on fait de ce changement. On garde, on jette, on améliore. Et puis, ensuite, on va évaluer nos critères de succès. Et si on y est, on peut faire la fête. Et puis sinon, on repart pour un tour d'expérimentation. Moi, c'est le premier pas qui a été difficile. Je vous ai dit, ma situation souhaitée, c'était d'accepter mon corps tel qu'il est. Et comme premier pas, j'ai choisi d'apprendre à ne plus me soucier de mon poids. Et pour ça, l'expérimentation à laquelle j'ai pensé, c'est d'arrêter de me peser et de manger sans penser à l'impact que ça pouvait avoir sur mon poids. Alors, je vous avoue que le lâcher-prise, il n'a pas été facile au début. Et puis, je me suis dit, après tout, tu vas expérimenter pendant quoi? 1 mois ou 2 c'est quoi le risque? Que tu prennes beaucoup de poids d'un coup, au point où tu en es? Et puis, de toute façon, si ça dérape, tu le verras dans tes vêtements. Il sera toujours temps de t'arrêter et de changer de stratégie. Donc, j'y suis allée. J'ai arrêté de me peser et je me suis mise à manger ce qui me faisait envie. Sans excès, mais juste comme j'étais connectée à mes envies, j'avais pas besoin, c'était ni trop ni pas assez, quoi. J'ai arrêté de me prendre la tête. Et là, la magie s'est produite. J'ai cassé le cercle vicieux de la prise de poids. J'ai arrêté de prendre du poids. En fait, je suis restée stable en poids à ce moment-là. Depuis, j'ai continué à changer, un petit changement à la fois, un petit pas à la fois. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps, au point d'en parler en conférence. J'ai exploré, en fait, avec cette démarche, des aspects de l'acceptation de moi-même que j'aurais jamais envisagé si j'avais juste fait un régime. Et aujourd'hui, je me suis réapproprié mon corps et j'ai fait des changements qui ont vraiment du sens pour moi et qui améliorent ma vie au quotidien. On revient à nos 2 entreprises exemples. Alors, l'entreprise machin, quelles premières expérimentations elle pourrait mettre en œuvre pour mieux connaître ses utilisateurs? Par exemple, de mettre en place des mécanismes de collecte de feedback à des moments clés de l'expérience utilisateur. Ou encore de recontacter les anciens utilisateurs pour savoir pourquoi ils ont abandonné le produit. Ou encore de monter un brainstorming avec les utilisateurs actuels pour réfléchir aux produits de demain. L'entreprise Truc, maintenant, et son fondateur, Serge. Donc Serge, il a bien compris ce que lui a dit la coach. Il faut qu'il commence par changer lui-même pour que l'entreprise change. Donc, le premier pas, ça va forcément être un changement personnel. Voilà le genre de changement que Serge pourrait décider de faire. Ne plus intervenir de lui-même dans les projets. Quand une équipe lui demande de décider, commencer par demander l'avis de l'équipe et puis appliquer son processus de décision à voix haute sur la proposition de l'équipe. Ou alors prendre un mois de vacances, voire plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les transformations agiles telles qu'on les fait aujourd'hui, elles ne marchent pas. Les résultats sont décevants et ils ne durent jamais bien longtemps. Et selon moi, c'est parce que nous nous concentrons dans le terme transformation agile, nous nous concentrons beaucoup sur la partie agile et pas sur la partie transformation. Nous, c'est nous tous, les agilistes, les coachs, les clients. On cherche des meilleures façons d'être agile, des meilleures méthodes, des meilleures pratiques, alors qu'on devrait chercher des meilleures façons de changer et d'aider les autres à changer. Voilà ce que moi j'ai appris sur le changement. Changer, c'est dur. En tout cas au début. Après, ça devient juste inconfortable. Si ce n'est pas au minimum inconfortable, c'est que vous n'êtes pas en train de changer quelque chose, vous êtes juste en train d'ajuster des paramètres du système. Changer, ça prend du temps. Le temps de cadrer ce qu'on veut obtenir, le temps d'expérimenter pas à pas. Ça prend déjà du temps à l'échelle d'un individu, mais à l'échelle d'une entreprise, c'est encore plus important d'une organisation, parce que pour qu'une organisation change, il faut que
la plupart des collaborateurs à l'intérieur, des personnes qui la composent, changent elles aussi. Et en plus, la résistance au changement, elle augmente plus vite que la taille d'un groupe. C'est l'effet de masse, en somme. Et enfin, changer, c'est incertain. On l'a vu, on ne peut que se changer soi-même et pas changer les autres. Et individuellement, le changement peut nous emmener à des endroits qu'on n'avait pas du tout prévus. Alors, à l'échelle d'une entreprise, c'est vous dire si le changement, il est imprévisible. Et c'est justement parce que changer, c'est dur, ça prend du temps et c'est incertain, que je propose une nouvelle approche des transformations agiles que j'ai appelée la dure agilité. Parce que c'est dur de changer, mais que ça permet une agilité durable. La dure agilité, en fait, c'est un processus de transformation collectif et individuel dans lequel chacun est un acteur conscient de son propre changement. En gros, il s'agit d'appliquer le processus de changement durable que je vous ai présenté en s'inspirant de la culture agile pour construire des croyances soutenantes, en s'inspirant des pratiques agiles pour construire des expérimentations. Attention, je parle bien d'inspiration, pas de prescription. Je suis profondément convaincue des bienfaits de l'agilité et je crois fermement qu'on peut aider nos entreprises à être plus agiles durablement si on apprend à changer. Si les demandeurs de transformation commencent par changer eux-mêmes avant de demander aux autres de changer. Si collectivement, on donne du sens à la transformation en explicitant la situation qu'on souhaite atteindre. Si on prend le temps de faire un petit changement à la fois. Si on respecte chaque collaborateur en l'invitant dans le changement collectif et en le soutenant dans ses changements individuels. Alors, arrêtez les régimes agiles, ça ne marche pas. Adoptez plutôt la dure agilité. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a du temps pour des questions, des échanges. Ça va, j'ai pas trop pataté non plus. Ok, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des remarques? On a une question là-bas. Ok. Avec plaisir. Ça résonne? Super. Bah, volontiers, c'est pour ça que je fais ce genre de conf. Merci beaucoup pour le feedback. Vas-y. Il y a une part importante, je pense, c'est que chaque personne doit à un moment donné abandonner quelque chose. Ouais. Abandonner, tu parlais de croyances, tu parlais des choses qu'on tient pour acquises finalement et qui ne le sont pas. Du coup, ça part un peu du principe quand tu dis accompagner les gens dans leur propre transformation. C'est-à-dire qu'individuellement, il faut que chacun soit conscient de la transformation, adhère à ce processus aussi, pour que ça marche finalement. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir dans certains cas des résistances. Des gens qui n'ont pas forcément envie de se transformer. Tout à fait. Pour eux, la situation, finalement. Donc, ma question, c'est la suivante, c'est quoi les outils qu'on peut avoir pour accompagner les gens dans cet abandon et finalement reconstruire quelque chose Ok. Donc, je vais, pour ceux qui sont dans l'autre salle, je vais reformuler ta question. En gros, quand on fait un changement, si j'ai bien compris, l'idée, c'est qu'on doit abandonner quelque chose, que ce soit les bénéfices secondaires, les croyances, etc. Et donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc, comme c'est aussi dans une transformation globale, il y a le changement individuel, comment on gère l'accompagnement de ce changement individuel au sein d'une transformation plus large, et notamment aussi par rapport aux personnes qui n'ont pas envie de changer. Alors, moi, il y a deux réponses qui me viennent. Il y en a une qui est de dire que les personnes qui n'ont pas envie de changer, il faut leur laisser le temps, parce qu'on n'a pas le droit de décider pour elles qu'elles doivent commencer à changer. Et moi, j'aime bien, en fait, plutôt maintenant à l'époque, j'essayais de changer tout le monde quand j'ai commencé, parce que j'étais un peu naïve. Maintenant, j'ai compris qu'il vaut mieux que je concentre mon énergie sur les personnes qui sont déjà prêtes à changer pour les accompagner au mieux et créer de l'envie, en fait, chez les personnes qui, au début, n'avaient pas forcément envie de changer et qui se rendent compte que finalement, il y a de bonnes intentions. Il faut les comprendre, les personnes qui n'ont pas envie de changer. C'est que ce n'est pas la première fois qu'on leur fait une transformation d'entreprise et qu'en général, ça se passe de façon un peu violente. Donc, elles n'ont pas forcément non plus envie d'investir trop. Puis, c'est une énième transformation sur le chemin. Si c'est pour s'investir, pour que ça rechange encore après dans 6 mois, enfin, je peux les comprendre vraiment. Donc, ok, laissez vivre cette réticence et concentrez-vous sur les personnes qui, elles, ont vraiment envie de changer.
et enfin qui sont prêtes en tout cas. Et l'idée pour moi, c'est déjà, ça peut être d'expliquer que ça va être dur, etc., mais qu'on accepte que ce soit dur et que tout le monde n'aille pas au même rythme, et mettre à disposition du coaching individuel pour ces personnes, en fait. Alors, oui, ça représente un coût, mais si on compare ça au fait de former toute l'entreprise à des pratiques, finalement, le coût, je ne sais pas s'il est si important que ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Bon, moi, je suis là quasiment jusqu'à la fin de la conférence, donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir en discuter avec moi. Vous êtes les bienvenus. Je vous remercie, vous avez été un super auditoire. Et je vous souhaite une très bonne journée de conférence. Merci.